Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Kenya. La rue continue de réclamer le départ du président Ruto. De nouvelles manifestations ont éclaté ce lundi 7 juillet au Kenya. Mobilisation dans la capitale Nairobi pour demander le départ du président William Ruto, ou encore dans la suite des précédentes manifestations. Plusieurs événements se conjuguent en ce mois de juillet. D'abord, le Saba Saba, l'avènement des grandes manifestations dans les années 90, dont il célèbre le 35e anniversaire pour l'avènement du multipartisme au Kenya dans les années 90, mais aussi le premier anniversaire des manifestations contre la loi des finances qui a fait une 50aine de morts l'année dernière au Kenya. La situation apparemment n'a pas changé au niveau social. Des manifestants réclament le départ du président William Ruto à travers de nouvelles manifestations. L'on dénombre déjà 7 morts au total lors de ces manifestations. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Ajronou. Le Kenya est toujours en ébullition depuis quelques jours et dans le cadre de la célébration du tristement célèbre premier anniversaire des manifestations contre la loi des finances 2025 qui ont fait une soixantaine de morts plus tôt, mais aussi le 35e anniversaire de Saba Saba, comme ils l'appellent chez eux, pour célébrer le 7 juillet 90. Oui, c'est quand même triste qu'un triste anniversaire puisse encore en rappeler, sinon un double triste anniversaire. Si vous parlez de Saba Saba, ou le soulèvement du 7 juillet, ça fait en tout cas 35 ans, jour pour jour hier, que le peuple ou la population s'est soulevé pour le multipartisme. Ça avait été une réussite, mais une réussite également qui a fait des morts. Mais justement également sur la mauvaise gouvernance, puisqu'on parle de corruption, de la pauvreté, des brutalités policières, mais également des disparitions forcées, ayant conduit en réalité à ce soulèvement d'il y a un an. Mais vous en souvenez déjà qu'au 25 juin dernier, on dénombrait déjà près d'une vingtaine de morts dans une telle également manifestation. Mais également, les dernières manifestations de ces jours également ont conduit à une dizaine pratiquement de morts. Mais on se pose la question de savoir, est-ce qu'en réalité, puisque le gouvernement avait fait profil bas lorsque la population s'est révoltée contre le fait qu'on voulait donc augmenter des taxes, mais justement depuis lors, on a constaté qu'en réalité, en tout cas, cette augmentation cachait mal une mauvaise gouvernance, un ras-le-bol généralisé, et que la population est déterminée à arracher du maître du pouvoir central cette liberté, cette bonne gouvernance l'a voulu. Mais est-ce qu'on devait donc continuer sans réellement avoir des canaux de discussion pour arriver donc à un dialogue qui puisse permettre de résoudre ce qui devait l'être et de sauver encore des meubles? On doit toujours continuer par emmagasiner ou recenser des morts d'hommes, des arrestations, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on cumule ou on fait la sommation de tous ceux qui sont donc interpellés, je pense qu'on est pratiquement à 2 milliers. Puisqu'on ne parle des interpellations, ça ne parlait de ceux qui sont libérés. Donc, voyez-vous, donc moi je me dis, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réinventer l'environnement, de voir véritablement puisque derrière ces manifestations, nous avons également aussi bien des partis politiques, des associations, des leaders d'opinion, et ce ne serait pas bon de pouvoir véritablement donc frayer dans des chemins, des canaux de discussion beaucoup plus apaisés, pacifiques, et permettre en réalité d'économiser ces morts d'hommes qui continuent donc pas à être recensés. Moi, c'est toute la problématique qui m'inquiète. Or, en réalité, aujourd'hui, après ces 35 ans, l'on devait donc être dans un air qui puisse permettre de pouvoir projeter le pays dans un développement. Cela n'est pas le cas. On continue donc pas à contester ce qui envenime ou pratiquement met des freins à ce développement-là voulu, à cette bonne gouvernance-là. Puisque certains essaient quand même de pouvoir, en tout cas, non seulement brimer les libertés individuelles, mais également passer par là pour faire des règlements de compte. Puisque justement, lorsque vous lisez les communiqués entreposés, puisque vous savez, lorsqu'il y a de ces genres de manifestations, c'est justement la guerre des chiffres qui interviennent, et vous allez constater que lorsque vous lisez entre les lignes, vous constaterez qu'on dit qu'il y a eu des manifestations qui ont causé du tort également à des forces de l'ordre de sécurité. On dénombre également des décès, mais également des blessés. Ça voudrait dire demain, lorsqu'il y aura des pourparlers,
il y a lieu de situer les responsabilités qui viendront de part et d'autre. Or, la société civile prise dans sa globalité essaie de parler des menaces, mais également des brutalités policières qui conduiraient à envenimer la situation et qu'on en arrive là. Donc, je pense que vivement, il serait quand même de bon ton qu'on puisse trouver des canaux de discussion assez pacifiques pour économiser ces morts-là. Dieudonné Sewono, célébration du 35e anniversaire du tristement célèbre Saba Saba et aussi du premier anniversaire des manifestations contre la loi des finances. De nouvelles manifestations ont lieu actuellement au Kenya avec pour demande essentielle le départ du président William Ruto ou un seul mandat, comme ils le disent, afin qu'il libère le plus tôt possible le pouvoir à peut-être un autre homme qui viendra bien diriger le Kenya. Les manifestations ont lieu qui se transforment finalement en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. On dénombre encore de nouveaux cas, on recense de nouveaux morts plutôt et des blessés à Nairobi, la capitale. Oui, Guillaume, vous savez, les manifestants ou alors les Kenyans, certains Kenyans plutôt ont saisi l'opportunité de cette célébration pour manifester encore une fois leur colère à l'égard d'une forme de gestion du pays. Vous l'avez dit, c'est tristement célèbre de cette commémoration. C'est pour dire, ce n'est pas une fin noble que les gens étaient en train de célébrer, mais les gens ont souvenirs encore très vivaces, des souvenirs encore très alarmants dans la tête. Mais c'est aussi exactement cette 35e célébration que le mal ne s'est pas guéri. Cela voudrait dire, pendant longtemps, ce mal ne fait que revenir sous plusieurs formes. Et aujourd'hui, les Kenyans qui sont dans les rues ne veulent rien d'autre que le changement de la situation. Au départ, moi, j'ai l'habitude de dire, gouverner, c'est aussi apprendre à écouter. Ou gouverner, c'est aussi écouter. Lorsqu'on écoute ce qu'on gouverne, on sait à peu près ce qu'il faut changer ou mettre à la disposition de ces gouvernés. On ne vient pas au pouvoir pour l'exercer, tout simplement pour son plein plaisir ou alors son seul plaisir ou des partenaires qui ne sont pas concernés par sa gouvernance. Mais malheureusement, dans nos États africains aujourd'hui, on a comme l'impression que lorsqu'on accède à la souveraineté, lorsqu'on accède plutôt au pouvoir, on oublie rapidement ceux qui, entre guillemets, nous ont portés à ce niveau et on fait selon notre propre politique. Ce qui a déclenché la misère aujourd'hui chez Ruto, après qu'il ait exercé que 2 ans de son mandat, 2 à 3 ans de son mandat, c'est bien l'augmentation sur les taxes ou alors l'augmentation la cherté de la vie. Bon, en général, mais typiquement, c'est la question des impôts, voilà, qui a provoqué cette situation. Mais William Ruto était en train de justifier cette manière de faire. Devant, vous avez un pays en ébullition. Mais vous avez également un projet que vous jugez porteur. Mais je pense qu'il y a lieu de faire un recul et de revoir la manière de gérer, de revoir la manière d'adapter cet agenda-là à la situation. Malheureusement, William Ruto a fait son recul à lui, sauf que ça n'a pas été du goût des manifestants. Il a retiré la loi des finances, sauf qu'il a trouvé d'autres moyens pour encore avoir un peu d'argent dans les caisses de l'État, puisque le pays aussi est endetté. Il ne faut pas l'oublier avec le départ d'Ouro Kenyatta. Naturellement, il y a un grand dirigeant africain qui disait « le peuple n'est pas dupe ». D'accord? Lorsque vous trouvez des moyens qui ne sont pas très peu orthodoxes d'ailleurs pour faire les choses, pensant que le peuple ou alors les populations ne seront pas au courant. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des têtes pensantes, des gens qui réfléchissent à 1000 km de la distance où vous vous trouvez. Il y a des Kenyans qui disent qu'ils ne sont pas écoutés. Et lorsque nous prenons l'interview réalisée par nos confrères de Africa News, un des enseignants qui disait « Je n'ai pas l'impression qu'il soit ouvert à la critique. Parce que dès que vous mentionnez certaines choses, vous disparaissez. » On l'avait vu tout à l'heure en Guinée. Je n'ai donc pas l'impression qu'ils veulent qu'on leur dise comment ils font,
comment ils devraient faire les choses. Ils ne sont donc pas réceptifs. Ils ne veulent pas que nous leur fassions part de nos commentaires. Voilà, ça c'est un enseignant qui parlait. Pour dire quoi? Eh bien, les autorités se prennent pour ceux qui détiennent la totalité des connaissances ou alors des capacités de réfléchir. Alors que ceux que vous conduisez également ont des doléances. Pourquoi tous les présidents kenyans ne sont pas contestés? Si à un moment donné, votre gouvernance a un problème, la rue gronde, trouvez les meilleurs moyens ou alors les meilleures manières de gérer la crise. Mais malheureusement, l'option que choisissent certains souvent, c'est la répression. Je rappelle qu'on dénonce déjà plus de 22 morts, et les cas des enlèvements et les emprisonnés arbitraires, on ne peut pas les compter. Mais la rue continue toujours de gronder. Cela voudrait dire le mal est profond. Le mal est profond, il faut trouver des solutions idoines pour pouvoir gérer cela. Aujourd'hui, William n'a pas encore fini son mandat. Certains lui demandent de partir en 2027. D'autres trouvent encore que c'est trop. Il a déjà assez fait qu'il parte pour réasseoir une nouvelle gouvernance. Qu'est-ce qui prouve qu'au départ de William, aujourd'hui, on pourrait arriver à un pays stable? D'autant plus que le pays déjà est très, très endetté et doit racler dans tous les coins pour pouvoir justifier ou alors stabiliser sa balance de la finance. Point d'interrogation. Mais les populations, elles, ne peuvent pas comprendre la technique que le gouvernement est en train d'utiliser. Mais il appartient au gouvernement de ramener le débat à un niveau où la notion citoyenne doit prévaloir au détriment de la répression. Malheureusement, dans nos États africains aujourd'hui, on n'arrive pas à aborder cette notion de la chose et cela ne fait que créer des incidents que nous voyons du jour au jour. Si les milliers de jeunes descendent dans la rue, cela voudrait dire qu'il y a un problème. Il y a certes des partisans de William Ruto, mais il y a aussi des partisans de la vie populaire. Et l'erreur qu'on commet souvent les politiques, c'est de promettre des choses et lorsque vous venez, vous ne tenez pas compte de la réalité du terrain. Vous faites les promesses parce que n'oubliez pas, William Ruto avait promis un soutien total à la masse populaire en arrivant au pouvoir. Mais quand il est arrivé au pouvoir, première mesure, c'est une mesure impopulaire. Et vous voulez que ce peuple-là vous applaudisse? Non. Alors, il faut... Mais dans la campagne, il était face aussi à quelqu'un comme Raila Odinga qui avait finalement le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta. Il fallait bien qu'il fasse des promesses. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des promesses surréalistes. Le peuple n'est pas dupe, quelqu'un l'a dit. Allez chercher ce quelqu'un-là. Il savait ce qu'il disait. Et donc, quand vous faites des promesses, sachez bien ce que vous êtes en train de promettre, ce qui est tenable, ce qui est faisable. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Alors, Germain Pouli, William Ruto continue de subir les critiques des Kenyans qui demandent surtout son départ avec de nouvelles manifestations. Manifestations qui se couplent avec plusieurs événements. En ces temps-ci, 35e anniversaire du Saba Saba, premier anniversaire des manifestations contre la loi des finances, mais aussi de nouvelles manifestations pour dénoncer la situation et les conditions de vie des Kenyans. Oui, non, les manifestations sont légitimes parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont le pays est dirigé, vous avez le droit de manifester. Quand vous avez des problèmes dans le pays, vous avez le droit de manifester. Aujourd'hui, on sait que la tendance partout dans le monde, c'est la vie chère. La vie chère fait que plusieurs présidents sont contestés. On a vu certains, dans certains coins, le terrorisme a joué aussi. On a vu un peu au Sahel comment le terrorisme a fait partie de certains présidents. Mais globalement, c'est un peu la vie chère. Ce n'est pas seulement dans les pays africains. Vous avez vu aux États-Unis, si les démocrates sont partis, c'est bien parce que la vie est très chère aux États-Unis et que les Américains pensent que les démocrates ont rendu la vie chère. En face, il y avait un Trump beaucoup plus conquérant qui a vendu quand même ce rêve américain de le faire un peu plus grand. Donc, dans nos pays, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'une partie de la population, du peuple, a le droit d'écourter le mandat présidentiel parce que le président ne serait pas en train de respecter ses promesses électorales? Je pense que c'est toute la question. Donc l'opposition a le droit de contester, a le droit de descendre dans la rue, mais que des gens manifestent violemment pour chasser un président élu,
qui n'est pas à la fin de son mandat, je crois qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, on nous dit que c'est le peuple kenyan. C'est possible, mais moi je pense que c'est beaucoup plus les opposants du président qui sortent. Probablement qu'il a des partisans, on ne sait pas s'ils sont encore nombreux ou pas en tout cas, mais c'est la réalité. On a vu au Ghana à côté, quand l'ancien président qui est parti arriver, il a pris des mesures qui ont mis le pays dans des difficultés. Au Nigeria, Tinubu qui arrive, il prend une décision, il supprime les subventions sur le carburant. Vous avez vu les manifestations, mais est-ce que les Nigérians ont dit qu'il faut le chasser du pouvoir? Moi, je crois que même la vie doit être plus chère au Nigeria qu'au Kenya, donc il faut faire un peu attention. Après, vous êtes libre de manifester, mais lui aussi, le président élu doit finir son mandat, à moins qu'il commette une faute prévue par la Constitution qui peut amener qu'on le chasse. Voilà pourquoi vous allez voir que les forces de sécurité sont obligées de réprimer les manifestations parce qu'elles sont jusqu'à les tuer. Je dis de réprimer, je ne parle pas de tuer. Mais moi, je fais remarquer juste qu'il y en a qui sont tués. Les forces de sécurité disent quoi? Qu'elles sont obligées de mettre de l'ordre au Kenya. C'est ce qu'elles disent. En tuant. Voilà, maintenant, quand je ne parle pas de ça, je parle de ça. Vous avez vu aux États-Unis, en Californie, quand les gens manifestent, Donald Trump envoie l'armée carrément. Mais il n'a pas envoyé l'armée pour tuer. Moi, j'ai vu un policier américain menacer de tuer les manifestants, mais on ne l'a pas envoyé là-bas pour les tuer. Même s'il estime que c'est des manifestants violents, il doit trouver des solutions pour les maîtriser. Donc, ce que je suis en train de dire, je parle de la légalité. C'est-à-dire, on ne peut pas élire un président parce qu'un groupe n'est pas d'accord, il descend dans les rues et que le président démissionne. Là, les élections n'auront aucun sens et qu'à tout moment, il suffit d'être capable de mobiliser des gens pour bloquer le pays. Vous n'êtes plus, vous chassez le président qui est élu. Donc, on arrive à cela maintenant. La vie est chère. Les présidents qui viennent font des promesses. Face à aux réalités économiques, ils sont obligés de serrer la ceinture ou de faire en sorte que ce soit les populations qui traînent. Et on arrive à ce genre de situation. Donc on ne va pas se réjouir de ce qui se passe, mais en même temps, il faut voir aussi les limites de la démocratie. Vous êtes élu pour un mandat, une partie des citoyens décide que vous n'allez pas finir ce mandat. Vous avez le pouvoir, vous mettez de l'ordre, vous maintenez ou vous partez parce qu'une partie vous demande de partir. Donc c'est un peu ça aujourd'hui le débat, mais je crois que c'est des situations qui sont similaires dans plusieurs pays où face à la vie chère, les citoyens ont tendance à demander le départ des présidents. On a vu même en France aussi, c'est pareil, on ne médiatise pas beaucoup, mais il n'y a pas de grande différence. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus les lois sur l'immigration qui sont en train d'être mises en œuvre par Donald Trump qui causent des problèmes. Mais en même temps, nous sommes en démocratie. Il faut que le peuple comprenne qu'avant d'élire quelqu'un, il faut réfléchir par 3 fois. Parce que ce qu'il dit pendant la campagne, est-ce qu'il est capable de faire? Il faut pouvoir le cerner. Maintenant, il y en a qui font des promesses, une fois au pouvoir, ils découvrent des réalités, ils font le contraire de ce qu'ils avaient prévu. Je crois que c'est ce qui arrive aujourd'hui au président kenyan. Mais je pense aussi que la paix est une chose importante. C'est vrai qu'on a faim dans nos pays, mais en même temps, quand on vous dit qu'il y a déjà plus de 10 morts, voire 20 morts selon les chiffres, c'est un peu triste. Et je pense aussi que c'est un triste anniversaire parce qu'il y a eu aussi un soulèvement contre le président Daniel Arap Moi à l'époque, donc en 90 à cette même date, où les populations revendiquaient beaucoup plus de liberté. Aujourd'hui, ce n'est pas la liberté qu'on réclame, mais c'est du pain qu'on réclame parce que les gens ont faim. Ils ont voté, ils ont envie que le leader leur donne à manger, alors que ce n'est pas la situation. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.